13h30. On va y aller. D'accord. En Guyane, on dit que la bonne heure pour commencer, c'est un quart d'heure de retard. On appelle ça le quart d'heure guyanais. Je ne sais pas si 30 minutes de retard, c'est la demi-heure mahoraise. Et donc pour cette session choléra, j'ai le plaisir d'avoir deux modérateurs qui vont introduire les orateurs. Donc Colline Mortier, qui est infectiologue au centre hospitalier de Mamoudzou, et Louis Collet, qu'on ne présente plus, qui est microbiologiste dans ce même hôpital depuis, je crois, depuis le rachat par la France de Mayotte au sultan malgache, c'est ça, 1842, on m'a dit. À vous la parole. Merci. Alors, après le choléra vu des cliniciens non réanimateurs, après le choléra vu des épidémiologistes, on va voir le choléra vu du Centre national de référence du choléra. Donc, normalement, c'est Caroline Roire qui va nous faire un petit topo. Caroline, tu nous entends? Allô, allô? Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, impeccable. On attend ton écran, le partage d'écran. Alors, j'essaye de lancer le diaporama. Voilà, ben écoute, c'est à toi, tu as 20 minutes normalement. Ok, ben merci beaucoup pour l'invitation et pour présenter le choléra, donc du point de vue du Centre national de référence des vibrants et du choléra. Donc je ne reviens pas sur le choléra, qui est une infection diarrhéique aiguë avec une transmission féco-orale, qui est liée donc à la bactérie Vibrio cholerae. Alors, dans cette espèce, on distingue plus de 200 sérogroupes, donc il faut bien retenir que le choléra est lié uniquement au sérogroupe O1 et au 139 lorsque la bactérie produit la toxine cholérique. Recording in progress. C'est une très vieille histoire puisqu'elle est connue depuis l'Antiquité. L'origine du nom choléra vient même du terme écoulement de bile donné par Hippocrate et on la retrouve également dans des récits de navigateurs au XVe et au XVIe siècle. Alors pour le choléra, on a d'abord eu les 6 premières pandémies qui étaient causées par le vibrion qu'on appelle du biotype classique. Donc ça a été vérifié pour la 2e, la 5e et la 6e pandémie. Ce sont des pandémies qui ont débuté en Asie pour la première et ensuite qui ont été plus globales avec une atteinte de l'Europe. La bactérie a été décrite en 1854 par Filippo Pacini et vraiment isolée par Robert Koch en 1884. Donc le choléra, ça a été éliminé des pays développés, notamment de Paris en 1892 grâce à l'assainissement. Malheureusement, le choléra, donc c'est aussi une histoire contemporaine avec la 7e pandémie qui a débuté en 1961 dans les îles Célèbes, ici en Indonésie, et qui a ensuite progressé globalement, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. La différence entre le biotype classique et le biotype Eltor, elle était faite à l'origine notamment par la résistance à la polymyxine B chez le biotype Eltor par rapport au biotype classique. On pouvait également les différencier à l'aide de bactériophages ou l'hémolyse. La 7e pandémie, donc c'est toujours une menace pour la santé publique à l'échelle mondiale, puisqu'on estime actuellement que en 2019, 2,4 milliards de personnes sont dépourvues de systèmes d'assainissement et exposées aux maladies à transmission hydrique. C'est une maladie de l'inégalité, avec 21 000 à 143 000 décès chaque année dans le monde et 1,3 à 4 millions de cas par an dans le monde. On peut voir ici la carte qui est éditée à jour par l'OMS des cas de choléra dans le monde, avec notamment Haïti, le Yémen, les différents pays d'Afrique, l'Inde, le Bangladesh et l'Afghanistan, qui sont actuellement touchés. Alors, l'épidémiologie bactérienne, elle était réalisée par des méthodes classiques de laboratoire, donc notamment les sérogroupages O1, O139 dont on vient de parler, le biotypage, Eltor est classique. On peut également sérotyper ces bactéries avec les sérotypes notamment Ogawa et Inaba. Et puis, dans le temps, après, on a essayé différentes méthodes de typage, donc le phage typing, le ribotypage, le champ pulsé, etc. Mais malheureusement, ces techniques n'étaient pas assez discriminantes en fait pour appréhender la circulation de ce pathogène. Ce qui a changé pour le choléra, donc c'est l'ère génomique avec le séquençage complet du génome de Vibrio cholerae O1 Eltor, la souche N16961 en 2000.
qui a notamment montré que le phage CTX, donc qui porte la toxine cholérique, était présent sur le grand chromosome, puisque cette bactérie a 2 chromosomes, un grand et un petit chromosome, et qu'il possédait un super intégron sur le petit chromosome. Il faut bien faire la différence entre vibrio cholérique et vibrio choléré. C'est ce qui a été montré par ces premières études de génomique avec différentes souches de vibrio choléré O1 qui ont permis de montrer qu'il existe en fait seulement 2 clones de vibrio choléré O1 porteurs de la toxine cholérique, donc du phage CTX, qui sont responsables du choléra pandémique. Ces 2 clones sont le clone du biotype classique dont on a parlé et le clone du biotype LTOR. C'est important puisque comme ce sont les 2 seuls clones pandémiques, les autres clones ne sont responsables que de cas sporadiques ou de petites épidémies en lien souvent avec un réservoir aquatique. Et donc ces autres clones peuvent être des vibrio cholérés O1 porteurs de la toxine cholérique, tels que par exemple cette lignée Gulf Coast, mais ne sont pas responsables du choléra pandémique. Les premières études de génomique très large avec 123 souches séquencées de vibrio choléré O1 LTOR ici en 2011 ont montré qu'il y avait eu en fait 3 vagues de dissémination avec toujours un rôle en fait central de la baie du Bengale et à partir de cette baie du Bengale une dissémination et plusieurs événements de transmission intercontinentale notamment entre l'Afrique et l'Amérique. Différentes études, donc 3 études avec un grand nombre de génomes ont permis de préciser en fait ces données. Donc une première étude en Amérique avec la transmission qui a montré 3 introductions en fait en Amérique de vibrio choléré, donc du choléra avec 518 génomes séquencés. Une première introduction en 1991 ici au Pérou. Une deuxième introduction donc qui correspond à la deuxième vague au Mexique et une troisième introduction ici en Haïti en 2010, donc à partir toujours ici en fait de l'Asie du Sud. La deuxième grosse étude qui a été effectuée sur 1070 génomes, donc 630 génomes africains, a retracé donc l'histoire de la 7e pandémie en Afrique, avec toujours des introductions sur ces vagues 1, vague 2, vague 3. Et on a pu montrer qu'il y avait eu au moins 11 introductions en Afrique de différentes lignées, avec une circulation puis une disparition des lignées. Donc un départ des lignées d'Asie du Sud avec un hub, un passage au Moyen-Orient, puis une introduction donc, dans 2 différents, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest, pour ces différentes lignées, donc en fonction des années. Et une dernière étude ici qui a montré l'introduction en Europe de ces différentes souches avec 156 génomes européens et 1168 génomes au total, qui a montré ici différentes introductions en Europe dans les différentes lignées à partir du Moyen-Orient ou d'Asie. Donc toutes ces études ont permis de réécrire en fait l'histoire globale du choléra en montrant que le choléra, la transmission du choléra était une histoire de transmission interhumaine et a écarté la théorie environnementale qui disait que le choléra avait un réservoir aquatique et que les souches réémergeaient à partir de ces réservoirs aquatiques. En fait, donc l'eau est bien un vecteur de transmission du choléra, mais un vecteur transitoire. Donc si on reprend ces différentes vagues, donc la vague 1, la vague 2, la vague 3 dans le temps, on voit qu'il y a eu ici une nouvelle partie de la vague 3 particulière, une nouvelle vague on pourrait dire, avec le CTXB7. Donc CTXB code la sous-unité B de la toxine cholérique et ce nouvel allèle, il a été montré que ce nouvel allèle augmentait la production de la toxine de l'hémolyse, augmente la colonisation par rapport aux isolats des vagues précédentes et augmente la mortalité chez le souriceau nouveau-né, qui est le modèle animal, le seul modèle animal d'ailleurs pour le choléra. Les souches donc correspondant à CTXB7, parmi celles-ci on retrouve notamment les souches de Haïti et du Yémen. Donc Haïti avec une épidémie qui a duré de 2010 à 2019 et malheureusement pour lesquelles on a de nouveau des cas, et le Yémen avec une épidémie de 2016 à 2021 et de nouveau des cas depuis 2023.
En fait, en 2022, on a eu une résurgence globale du choléra au niveau mondial, ce qui a conduit l'OMS à classer le choléra en situation d'urgence de niveau 3, avec en fait un grand nombre de pays qui ont déclaré des cas de choléra et avec ici on voit en 2022 44 pays qui avaient déclaré des épidémies de choléra et même en 2023 45 pays. Et on voit une réaugmentation en fait du nombre de cas rapportés de choléra en 2022 et 2023 à l'OMS. En fait, il y a eu d'importantes flambées qui ont touché des pays qui avaient été épargnés depuis longtemps, tels que le Liban ou la Syrie, et des flambées de très grande ampleur, avec plus de 10 000 cas suspects ou confirmés en Afghanistan, au Cameroun, au Malawi, au Nigeria, en RDC. Et comme on en a déjà parlé, une reprise de l'épidémie en Haïti et au Yémen. Donc, sur ces souches de 2022, on a pu réaliser sur les isolats qui ont été importés en Europe. Donc on voit qu'en fait en Europe, on a eu aussi plus de cas importés en 2022, ce qui est en lien avec l'augmentation du nombre de cas global en 2022. Donc sur l'art phylogénétique, ici, on voit en rouge les souches de notre étude. Et en fait, on voit que la majorité des souches qui ont été importées en Europe appartiennent à une nouvelle soulignée qui s'appelle la soulignée AFRE15. Donc on peut se demander si cette soulignée est responsable de la résurgence du choléra, avec notamment beaucoup de cas au Pakistan, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et au Malawi. On a quelques cas ici de souches qui ont été importées du Bangladesh, qui appartiennent à cette nouvelle soulignée BD12 qui a émergé au Bangladesh. Concernant la résistance aux antibiotiques, en fait, elle était plutôt stable depuis le début de la troisième vague, avec sur les souches la présence d'un hylogénomique mobile qui appartient à la famille SXT-R391, qui s'appelle ACE-VCH-IND5, qui porte différents gènes de résistance, donc notamment le gène FLOER, ASTRAB, SUL2, DFRA1, ce qui conduit à des résistances aux sulfamides, au trimétoprime et donc au Bactrim, au chloramphénicol et à la streptomycine. Ce sont des souches qui portent des mutations dans les gènes du QRDR, donc la région qui détermine la résistance au fluoroquinolone, donc des mutations dans les gènes GIRA et PARC, ce qui confère une résistance à l'acide nalidixique et une CMI limite au breakpoint à 0,25-0,5 mg par litre à la ciprofloxacine, et des mutations dans les gènes des nitraux de réductase, donc qui confèrent la résistance au furane. Parmi ces souches, en fait, les plasmides sont très exceptionnellement retrouvés. Au Yémen, on a même observé que les souches étaient redevenues plus sensibles aux antibiotiques, puisqu'en fait, dans cet îlot génomique ACE-VCH-IND5, ici, on a eu une délétion d'un certain nombre de gènes de résistance, qui fait qu'il ne restait plus que le gène DFRA1 codant pour la résistance au trimétoprime. Et donc, les souches étaient uniquement résistantes au trimétoprime. Il y avait toujours les mutations de résistance au fluoroquinolone et au furane. Par ailleurs, les souches sont même redevenues sensibles à la polymyxine B, également due à une mutation. Malheureusement, on a vu des résistances plasmidiques émerger, et notamment au cours de cette épidémie au Zimbabwe en 2018-2019, avec la lignée AFRE13, donc qui était responsable de 10 000 cas. C'est un plasmide INC qui porte 14 gènes de résistance, donc qui est apparu sur ces souches. Et donc les gènes de résistance étaient notamment un gène de BLSE avec le gène BLAST-TXM15, des gènes SUL1, SUL2 et DFR qui confèrent donc la résistance au Bactrim, des gènes de résistance au chloramphénicol, un gène de résistance à la tétracycline et un gène supplémentaire de résistance au fluoroquinolone. Donc, parmi les antibiotiques utilisés pour le traitement du choléra, donc sans la doxycycline, l'azithromycine ou les ciprofloxacine, il restait uniquement l'azithromycine. Ensuite, en parallèle, au Yémen, en 2018-2019, on a vu apparaître au cours de l'épidémie, donc les souches étaient ici portaient
les souches dont on a parlé tout à l'heure, l'élément génétique mobile ASVCHND5 qui était délété, donc assez sensible aux antibiotiques. Et en fait, au cours de l'épidémie, il y a eu une acquisition de la résistance ici à l'azithromycine. Et ça s'est fait en fait par l'intermédiaire de l'acquisition d'un plasmide, INC, qui est en fait différent de celui du Zimbabwe. Donc on peut voir ici, donc en vert clair, le plasmide du Zimbabwe et en vert un peu plus foncé, le plasmide du Yémen. On voit que le squelette est identique, mais les gènes en fait portés ici sont différents. En fait, les gènes portés par le plasmide du Yémen sont un gène de BLSE, mais qui est différent, qui est le gène PER7, des gènes de résistance à l'azithromycine, des gènes de résistance au sulfamide, donc en association avec le gène porté par le VCHND5 tronqué, on a une résistance au Bactrim. Toujours les mutations de résistance au quinolone, mais ces souches restent sensibles aux cyclines. Et en fait, cette souche particulière isolée au Yémen, donc résistante à l'azithromycine et portant ce plasmide, a été retrouvée en 2022 au Liban, donc au cours de l'épidémie de 2022 du Liban. On voit ici sur l'arbre phylogénétique qu'il y avait 2 lignées qui ont été retrouvées. Donc une lignée appartenant à la sous-lignée AFRE15 dont on a parlé tout à l'heure, qui était majoritaire dans la résurgence en 2022, mais aussi ici des souches de la lignée AFRE13 qu'on voit ici sur l'arbre et qui sont très proches des souches du Yémen de 2018-2019 qui portent le plasmide. Et en fait, on voit ici, c'est le plasmide du Liban qui est identique au plasmide du Yémen. Finalement, on a su cette souche XR donc, qui appartient à la sous-lignée AFRE13 et on l'a retrouvée grâce à la surveillance génomique européenne au Kenya en 2023. Donc, il y a eu 3 cas importés en Europe à partir du Kenya. Et puis finalement, donc, parmi les souches qui ont été isolées au centre hospitalier de Mayotte au cours de cette épidémie en 2024, donc des souches isolées importées de Tanzanie, des Comores ou autochtones à Mayotte, en fait appartenaient toutes à cette lignée particulière AFRE13. Donc on voit ici que le plasmide ici donc de la souche des Comores Mayotte 2024 est identique au plasmide du Yémen et au plasmide du Liban. On le revoit aussi sur cet arbre phylogénétique ici, donc la sous-lignée AFRE13. On voit ici les souches du Yémen de 2019 qui portaient le plasmide, les souches du Liban de 2022 et les souches du Kenya 2023 et Mayotte, Comores, Tanzanie ici qui sont représentées sur cet arbre. Donc qui sont toutes les souches qui portent le plasmide et qui sont identiques. Si on fait un résumé de la circulation des souches aux Comores et à Mayotte au cours des années, en fait, en mettant en parallèle les souches qui circulent au Kenya et en Tanzanie, on peut voir qu'au fur et à mesure des années, donc ici sont représentés sur les graphes le nombre de cas dans chaque pays qui ont été rapportés à l'OMS en fonction des années et sont colorés donc en couleur les histogrammes pour lesquels on a des souches représentatives des différentes épidémies qui ont été séquencées et qu'on a pu remettre dans l'arbre phylogénétique. Donc on voit que au niveau du Kenya et de la Tanzanie, on a une circulation qu'on appelle un peu plus endémo-épidémique puisqu'il y a toujours une circulation à l'abri et des épidémies, alors qu'aux Comores et à Mayotte, on a des épidémies et entre les épidémies, aucune circulation. Et on voit bien que les lignées en fait ont été introduites, ont circulé et ont été remplacées par d'autres lignées. Donc la lignée AFRE15 au début en 1985, la lignée AFRE10 entre 1995 et 2010, puis la lignée AFRE13. Alors la lignée AFRE13 qui était sensible aux antibiotiques qu'on retrouve en fait ici au Kenya et en Tanzanie. Et puis la lignée finalement AFRE13 mais avec le plasmide de résistance qu'on retrouve ici en 2023-2024. Et on voit qu'aux Comores, en fait, en parallèle, il y a eu une importation de cette lignée AFRE10 dans les années 2000. Pareil à Mayotte, l'importation en 2000 de cette lignée AFRE10 et en 2024, l'importation de cette lignée AFRE13 avec le plasmide de résistance. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une réintroduction à chaque fois aux Comores et à Mayotte du choléra d'une lignée différente et non d'une résurgence.
En conclusion, la génomique a été une grande révolution pour l'étude et le suivi des souches de Vibrio cholerae. Il n'y a qu'une seule lignée de Vibrio cholerae O1 qui est actuellement responsable du choléra épidémique et pandémique. C'est la lignée 7th pandemic. Il y a eu des introductions itératives de l'agent du choléra à partir de l'Asie vers l'Afrique, et ces données ne sont pas en faveur d'un réservoir environnemental de Vibrio cholerae O1, mais d'une transmission interhumaine. Donc, la surveillance génomique en temps réel et la collaboration transfrontalière sont importantes pour mieux comprendre la dissémination de cette lignée 7th pandemic et l'évolution des souches épidémiques, notamment l'antibiorésistance, en particulier pour cette lignée AFRE 13. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Caroline, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Merci. Annabelle Lapostole à Santé publique France. Est-ce que les données que vous avez reçues de Mayotte vous permettent de dire si sur cette épidémie de 2024, il y avait eu plusieurs introductions et en particulier, est-ce qu'on peut dire à partir de ces données s'il y a eu des introductions via la Tanzanie ou via les Comores? Alors là, sur cet arbre, on est en train de... Là, on vient de remettre toutes les souches sur... toutes les souches que vous nous aviez envoyées sur l'arbre phylogénétique. En fait, c'est des souches qui sont très, 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 très proches génétiquement. Et donc, on ne pense pas qu'on va réussir à différencier vraiment différentes introductions. Là, si on voit déjà sur l'arbre... Sur cette petite partie, la Tanzanie, voilà, la souche de Tanzanie est là, des Comores est là, on en a de Mayotte ici, on a Tanzanie, Mayotte, enfin c'est un petit peu mélangé en fait. Les souches sont très proches. Donc là, on a refait pour d'autres souches. On va regarder en détail, mais je crois pas qu'on va pouvoir différencier vraiment. Est-ce que c'est plutôt lié directement à une importation de Tanzanie ou des Comores en fait, puisque finalement les deux événements étaient très proches. Bonjour, merci pour ce topo très détaillé. Avec Pierre Tadevin ici présent, on se posait une question hier suite à la présentation du docteur Stanislas Rebaudet, qui nous a parlé du choléra en Haïti, qui nous a bien parlé de la première vague de 2010 et qui nous disait, comme vous, qu'a priori ça avait permis d'exclure une origine d'un réservoir aquatique. Et il a conclu sa présentation en nous parlant de 2022 et du fait que la souche qui était retrouvée en 2022 était très proche de celle de 2010, sans qu'en 2022 on ait pu établir de façon évidente une nouvelle introduction. Et donc c'est vrai qu'on restait un petit peu sur notre faim en nous demandant s'il n'y a pas eu de façon évidente de nouvelles introductions. Est-ce que justement cette souche qu'on retrouve 10 ans ou 12 ans plus tard en Haïti, ce ne serait pas un argument contraire sur le fait qu'il n'y ait pas de réservoir aquatique ? C'est une bonne question. Alors c'est vrai que nous, la souche de 2022, pour l'instant, j'ai pas notion. Il faudrait qu'on regarde. On n'a pas pu. Je crois pas qu'on l'ait dans nos arbres phylogénétiques pour voir exactement où est-ce qu'elle tombe par rapport aux anciennes souches. Et je vais pas vous donner plus de détails que ce qu'il a fait là-dessus, effectivement. Je pense qu'il connaît mieux Haïti, effectivement, de ce qui s'est passé entre les deux, et effectivement l'interruption de la circulation et la reprise. Le réservoir aquatique est totalement exclu, alors. Un petit réservoir qui pourrait être responsable de petites endémies. Tu as entendu ma question ? Non, désolé. Est-ce que la force aquatique est totalement exclue dans certains cas? J'entends pas. Je parle plus fort peut-être. Est-ce qu'une force aquatique est totalement exclue? Bon. Est-ce que dans ce micro, c'est mieux? J'entendais très bien tout à l'heure, mais là, j'entends plus. Est-ce que là, vous m'entendez?
Tu nous entends maintenant? Allô? Est-ce que tu nous entends? Bon, on va s'arrêter là. C'est bête, j'avais une question encore. Tu nous entends là ou pas? Bon, on va s'arrêter. Allô? Oui. Là, je t'entends. Ah. Oui. Est-ce que le réservoir aquatique est totalement exclu? Bon. Bon. Est-ce que vous nous entendez là? Allô? Là, est-ce que c'est mieux? Visiblement, en vision non plus, oui. Là, j'entends de temps en temps. Là, c'est mieux, là. Bon, on va... Ah bon, vous nous entendez? Vous nous entendez? Allô? Oui, on vous entend. Vous nous entendez? On va s'arrêter Là, là. on va... Oui. Ah, là, vous nous Je entendez? partage pour voir si ça ce sera mieux. Est-ce que c'est OK? Tu nous entends là ou pas? Là, j'entends là. Alors, est-ce qu'un réservoir hydrique est totalement exclu? J'entendais, mais ça recoupe. Est-ce que le réservoir hydrique est totalement exclu? Je suis désolée, j'entends un mot sur deux. Allô? Est-ce que là, c'est mieux? Ah oui, là j'entends. Ah, super. Bah, Louis, je te laisse. Voilà, je crois qu'on a résolu le problème. Est-ce que le réservoir hydrique est totalement exclu? Quand c'est, j'entends de nouveau très mal. Oh non, Est-ce que tu pourrais répéter? Est-ce que le réservoir hydrique est totalement exclu? Est-ce que le réservoir aquatique hydrique est exclu? Oui, C'est ça? définitivement. Pour La question est sur le chat, ouais. Est-ce que Ah le ouais, réservoir hydrique est totalement exclu? dans quel cadre? Dans le cadre du choléra. En fait, le réservoir hydrique, enfin l'eau est un vecteur, donc ça dépend dans quel type d'eau, mais il y a quand même une. Bon, c'est bon. En Haïti, par exemple. Pas à Mayotte, c'est bon. En Haïti. Là, honnêtement, j'ai pas assez de recul sur Haïti. Moi, je sais pas exactement voilà comment ça s'est passé entre les deux pour. D'accord. Est-ce qu'on a gardé des souches de la 5e pandémie? Bon, on va s'arrêter, je crois. Bon, merci beaucoup, Caroline. Je crois qu'on n'entend plus. On va passer maintenant du côté réanimation.
Et donc Julien, vous nous présentez les cartes de Mayotte